Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à ce rendez-vous concernant une présentation associée à la zéro artificialisation nette, donc sujet d'actualité bien sûr, mais que je vais vous présenter avec ma collègue Alexia Solelis sous l'angle de la problématique de la gestion des friches et donc de la problématique notamment en premier lieu de la pollution des sols. Voilà. Donc je me présente, je suis Stéphane Vircondelet, j'appartiens au bureau d'études Envisol, donc bureau d'études spécialisé dans le domaine de la pollution des sols et de la gestion des friches. Et durant cette présentation, je vais pouvoir vous présenter un certain nombre d'outils innovants qui vont venir en appui justement de la reconquête de ces friches industrielles afin de permettre cet objectif de ZAN. Donc quelques présentations et quelques rappels en premier lieu sur cet objectif de ZAN et pourquoi cet objectif particulier. En premier lieu, vous le savez tous, nous sommes dans une situation un peu très inconfortable associée à l'artificialisation des sols. Donc l'artificialisation des sols, en France, ça représente, pour donner quelques chiffres, entre 20 000 et 30 000 hectares de surface artificialisée par an, ce qui représente, pour donner une autre image, environ la surface d'un département tous les 7 ans. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est en train de s'accélérer. On le voit depuis quelques années, alors plusieurs phénomènes à ça. On va encore mettre ça sur le dos du Covid, mais tout simplement le fait de la volonté de certains de disposer d'un jardin, d'un pavillon avec son espace extérieur, etc., a fait encore accélérer ce phénomène, et phénomène d'autant plus important et impactant, dans le sens où lorsque l'on a artificialisé un sol, on se retrouve dans une situation de quasi-irréversibilité. C'est-à-dire que pour renaturer un sol, c'est-à-dire de pouvoir le rendre par exemple à un objectif de culture agricole, ce n'est pas à l'échelle d'une génération que cela pourrait se faire, mais à plusieurs générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les experts s'entendent pour dire qu'il est très compliqué d'envisager de renaturer un sol artificialisé. Donc l'objectif en premier lieu, du coup, c'est d'arrêter le phénomène et de considérer le sol comme une véritable ressource, un véritable patrimoine, ce qu'il faut absolument sanctuariser d'une façon rapide maintenant, et donc de mettre en évidence finalement, tout comme on le voit déjà pour l'air ou pour l'eau, de mettre en évidence le sol comme ayant, je dirais, un milieu qui dispose de fonctionnalités nécessaires au fonctionnement de nos écosystèmes. Donc en premier lieu, l'artificialisation des sols, je vous l'ai dit, c'est de la destruction, mais c'est aussi de l'érosion de la biodiversité. Et ce qui peut être, je dirais, moins facilement appréhensible, c'est le changement climatique aussi, parce que la fonctionnalité du sol, c'est aussi un milieu dans lequel on va avoir de la séquestration de carbone, mais également un milieu, par exemple en zone urbaine, qui va permettre de ne pas réchauffer le climat. Tout ça a conduit, alors c'est quand même une démarche très récente, a conduit l'Europe à s'emparer de la problématique, en premier lieu dès 2011, avec la mise en place d'une feuille de route sur la préservation notamment et l'utilisation des ressources, avec un arrêt de toute augmentation nette de surface de terre occupée. Donc encore une autre terminologie, mais finalement on parle toujours d'artificialisation dans le cadre de cette feuille de route. Ça a été traduit en 2018 à l'échelle française par le biais notamment du plan biodiversité, avec pour objectif de limiter la consommation de nouveaux espaces. Et une nouvelle notion qui est une notion de compensation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va venir artificialiser certaines surfaces, on va devoir compenser sur d'autres. Et donc, ce qui va nous occuper ici, c'est la loi climat et résilience, donc loi de 2021, qui a introduit 2 chapitres spécifiques associés justement à la lutte contre l'artificialisation des sols, en adaptant notamment le code de l'urbanisme et le code de l'environnement. Encore quelques chiffres pour mettre en perspective la problématique, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé d'artificialisation de 20 000 à 30 000 hectares par an, et encore en France, on n'est pas les pires, on a dans d'autres pays européens une situation encore plus grave. Ici, en France, donc, il y a une étude de Polygone qui a été établie, et on voit que 42% de l'artificialisation des sols sont liés en fait à l'habitat, donc notamment à l'étalement urbain. D'où la nécessité de travailler sur de nouvelles villes, et notamment de recréer la ville sur elle-même, avec donc l'emploi de ces friches industrielles, parmi d'autres friches bien sûr.
Ensuite, on retrouve les infrastructures de transport. Et oui, les routes, ça consomme énormément de surface. D'où l'atteinte de 28% d'artificialisation liée aux infrastructures de transport. Les services de loisirs, et les commerces et d'autres espaces publics. Donc on le voit, c'est essentiellement l'habitat finalement qui vient grignoter les terres agricoles et les terrains forestiers, d'où la nécessité effectivement de venir travailler notamment sur ce besoin d'habitat, un besoin prégnant aujourd'hui, hein, puisqu'on manque de logements en France, et la nécessité du coup de venir travailler sur ces friches qui sont aujourd'hui à disposition, mais avec toute une problématique bien sûr de santé publique associée à la pollution des sols. Alors cette loi de 2021, elle vient aussi apporter un certain nombre de définitions dont on ne disposait pas à ce jour, et en premier lieu la définition de ce que c'est qu'une friche. Ça peut paraître étonnant, mais jusqu'en 2021, on n'avait pas la définition, on ne savait pas ce que c'était qu'une friche. Donc la définition, elle est très importante, c'est qu'à partir du moment où on va rentrer dans le cadre de la gestion d'une friche, on va pouvoir appliquer toutes les dispositions de cette loi. Donc cette définition, elle est assez précise en disant qu'une friche, bien sûr, c'est un bien immobilier, bâti ou non bâti, donc ça peut être tout simplement un espace entre guillemets vert, inutilisé et dont l'état, la configuration et l'occupation totale, partielle, ne permet pas un remploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Donc concrètement, ça veut dire que c'est un espace inutilisé, sur lequel on peut avoir un résidu de bâti ou pas, mais qui en l'état ne permettrait pas d'être réemployé sans prévoir des travaux, notamment potentiellement des travaux de dépollution. Donc si on se retrouve dans cette définition-là de la friche, on va pouvoir ensuite appliquer toutes les dispositions associées à la loi climat et résilience. Concernant l'artificialisation, j'en parle depuis le début, mais je ne vous en ai pas donné une définition. L'artificialisation, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier ses fonctions biologiques, ses fonctions hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. D'où la difficulté que je vous introduisais également, à savoir la difficulté de pouvoir réemployer pour toutes ces fonctions un sol suite à son artificialisation. Et la dernière définition, c'est l'objectif, c'est potentiellement la renaturation. C'est donc par le biais d'actions humaines ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé. Donc c'est un effet réverse. Mais cet effet réverse, c'est un effet à long terme, c'est un effet effectivement qui demande des engagements en termes de ressources et de technologie. Et c'est pour tout ça que je vais vous présenter tous les éléments associés derrière à cette possibilité de renaturation. Enfin, récemment, on a eu un projet de décret qui est sorti. Dans le cadre de la renaturation, de la requalification des friches, on va requalifier en fonction d'un usage, notamment en lien avec la pollution résiduelle de ce terrain. On ne va pas être en capacité de dépolluer jusqu'à un niveau zéro en termes de présence de polluants, mais simplement on va dépolluer, on va requalifier en fonction d'un usage. Et donc, là aussi, on avait besoin de définitions claires et un projet de décret vient de permettre justement de venir introduire un certain nombre d'usages de type industriel, résidentiel, récréatif. Et on voit apparaître notamment aussi un nouvel usage qui est un usage de type renaturation. Donc on a vocation aujourd'hui non seulement à optimiser et requalifier les friches pour des usages de type habitat, commercial, etc., mais aussi en termes de poumons verts au sein de nos villes pour permettre justement d'avoir un effet bénéfique sur le climat de nos aires urbaines. Et donc, tous ces objectifs, ils ont également été chiffrés de façon très concrète, c'est-à-dire que la loi climat et résilience prévoit que pour un objectif de 2030 c'est demain, on aura un objectif d'une artificialisation des sols divisé par 2. En termes de surface. Donc, je vous évoquais 20 à 30 000 hectares par an. On devra passer autour de 10 à 15 000 hectares tout au plus à l'échéance 2030. 2050, deuxième objectif, c'est zéro artificialisation nette. C'est-à-dire c'est un objectif quand même assez précis et vraiment qui pose question aujourd'hui dans notre capacité aujourd'hui de requalifier les friches. Ce que prévoit aussi cette loi climat et résilience, c'est de faciliter la requalification des friches et donc elle a introduit un certain nombre d'articles qui viennent faciliter ce travail. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails de ces articles, mais tout simplement quelques règles qui permettent de faciliter ce travail. On sait que requalifier des friches, ça demande du temps.
et l'échelle de temps au niveau notamment des autorisations d'urbanisme, elle est parfois incompatible avec cet objectif de gestion de ce qu'on appelle le brownfield. Donc l'objectif ici, c'est d'apporter des solutions concrètes, notamment en termes de dérogations associées notamment aux autorisations de gabarit, c'est-à-dire qu'on va aussi, pour compenser un certain nombre de surcoûts liés par exemple à la dépollution, de venir donner la possibilité d'augmenter le gabarit en termes d'aménagement de l'ordre de 30% par exemple. On va avoir aussi d'autres articles de la loi qui vont permettre de faciliter la reconversion au travers de la possibilité d'avoir plus de temps, notamment autour d'études préalables, en termes de recensement aussi des friches qui vont être de fait recensées pour permettre d'isoler les friches susceptibles de faire l'objet d'une requalification. Autre particularité, autre notions qui sont introduites au sein de cette loi et qui viennent être transcrites dans le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement, c'est tous ces éléments de définition et notamment de définition de friches qui vont permettre ensuite de rentrer dans les outils de la loi climat et résilience, et également l'introduction de ces friches au sein du schéma d'aménagement régional et des SCOT pour permettre de recenser et de requalifier en priorité ces friches. L'article 212 introduit notamment aussi le certificat de projet qui va prolonger notamment les autorisations d'urbanisme pendant une durée de 3 mois. Donc ça, c'est un élément expérimental, mais qui va permettre, encore une fois, de faciliter la requalification des friches. Donc on le voit très clairement, les friches, aujourd'hui, c'est un outil très clair, un levier de notre développement durable, et donc notamment du développement durable associé à la croissance de nos aires urbaines de façon raisonnée et de façon climato-compatible. On sait aujourd'hui que les friches, c'est environ 150 000 hectares en France. C'est énorme. Et encore, on n'a pas fait de recensement exhaustif, puisque c'est un des objectifs de cette loi climat et résilience. Donc au travers de ces 150 000 hectares, on va pouvoir lutter contre l'artificialisation des sols, ramener des fonctionnalités au sol. On parle aussi d'empreinte carbone, mais on parle aussi de capacité du sol à venir faire de la rétention de CO2. Réguler thermiquement nos villes, revaloriser économiquement le territoire, c'est aussi revaloriser un patrimoine industriel, parce que très souvent, je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter certaines friches industrielles, parfois on est ébahi par la qualité du bâti, à tel point qu'on a très souvent même du bâti qui est classé et qui doit être conservé. Donc c'est aussi, alors là en photo vous avez peut-être, pour certains connaissent, les moulins de Paris, les grands moulins de Paris, c'est quand même, en termes de résultats de requalification, une vraie réussite. C'est-à-dire qu'on a à la fois une empreinte architecturale quand même très, très, très spécifique, mais aussi finalement une friche avec une requalification réussie ici. Donc c'est tout cet objectif finalement, c'est de positiver les choses finalement. Les friches ne devenant plus quelque chose de contraignant, mais comme étant un levier économique, social, environnemental, pour permettre justement de reconstruire la ville sur elle-même. Alors je vous présente la partie un peu rose de la chose. Il y a quand même derrière des freins, bien entendu, malheureusement. Les freins, c'est en premier lieu de savoir quelle est la potentialité des friches, où elles sont. Donc c'est ce travail de recensement qui a été engagé. C'est aussi une certaine prise de conscience. Alors la conscience, elle est sociétale, mais elle est aussi politique. Bon, le politique s'est déjà un peu emparé de la problématique au travers de la loi climat et résilience. Mais on le voit, il y a encore du travail à ce niveau-là, parce que parfois les friches ont une mauvaise image, ce qui peut s'entendre, et sont plutôt prises comme une contrainte, plutôt comme un levier face à la difficulté d'étendre la ville. Donc on rencontre bien sûr des difficultés administratives, une incertitude forte, forcément sur la pollution des sols. Pourquoi ? Parce que autant il est facile de caractériser une eau, de l'air, etc., autant un sol c'est beaucoup plus compliqué, du fait de ses caractéristiques et notamment de son hétérogénéité. Donc ici on a une incertitude et on a de fait par le biais de cette incertitude un risque financier, un risque juridique, etc. qu'il va falloir maîtriser tout au long du processus de requalification. Voilà. Je vous parlais du politique. Alors quand je vous dis que le politique n'est pas encore totalement mûr sur le sujet, c'est aussi en train d'évoluer, puisque très récemment,
il y a environ un an et demi, on a eu une enquête parlementaire, notamment une enquête sénatoriale, qui a remis son rapport au travers de la nécessité, pour faire simple, de légiférer sur la problématique des sols. Autant nous disposons d'une loi R, d'une loi O, autant nous ne disposons pas aujourd'hui de loi sol en France. Donc c'est une véritable problématique au sens que, vous l'avez compris, les sols, c'est un véritable patrimoine, et un patrimoine en danger. D'autant plus qu'il est très difficile de renaturer un sol, je vous l'ai déjà dit, autant on l'a vu par exemple dans la période Covid, l'effet réverse sur la qualité de l'air, il peut être parfois relativement rapide. Il suffit de limiter les impacts et finalement on a un retour à une situation plus favorable assez rapide. Ce n'est pas vrai aujourd'hui pour les sols. Si vous arrêtez d'exploiter un site industriel, ce n'est pas pour autant que 20 ans après, la pollution ne sera pas toujours en place. D'où la nécessité effectivement d'améliorer toute la visibilité sur ces friches, sur cette problématique de pollution des sols, de venir recenser tous ces éléments, de mettre à disposition du grand public toutes les informations associées à la problématique de la pollution des sols, et aussi de légiférer au travers de mise en place de prévention, mais aussi de systèmes de régulation et de reconversion pour dans un objectif de développement durable. Alors nous, PME de 50 personnes, avec nos moyens propres et notre volonté aussi d'être un acteur visible et un acteur engagé dans la requalification des friches, nous avons décidé de mobiliser nos moyens, c'est-à-dire nos moyens propres étant notre ingénierie, au travers de la mise en place d'un certain nombre d'outils qui vont venir interagir et agir notamment sur les freins que je vous ai exposés, les freins étant notamment associés à l'incertitude, associés à la requalification des friches. Donc on veut vraiment donner une nouvelle chance à ces friches et à mobiliser les investisseurs par le biais d'outils qui va leur permettre, au travers d'outils d'aide à la décision, prendre finalement des options très concrètes sur la requalification des friches. Donc ces outils, ils ont pour vocation première de réduire cette incertitude. L'incertitude étant notamment liée, je vous l'ai dit, à l'hétérogénéité et à la qualité des sols. Donc on va venir disposer de plein d'outils qui vont être mis à disposition pas que de notre société, mais qui vont être mis potentiellement à disposition de tout bureau d'études ou de tout organisme spécialiste dans la reconquête des friches. Ça peut être aussi, on le verra au travers de l'outil Prédictaire, tout simplement des investisseurs. Donc je vais commencer justement par Prédictaire. Prédictaire, c'est quoi? C'est un outil qui va nous permettre d'anticiper la potentialité d'une friche, sur tous ces aspects. Ces aspects liés à la pollution, mais aussi sur sa potentialité en termes de reconversion, d'usage, etc. Et au travers de cet outil, on va permettre de donner un go-no-go à des investisseurs, à des aménageurs, à des promoteurs, sur la potentialité d'une friche ou d'un territoire. Donc ça peut être fait à l'échelle d'un seul site, mais ça peut être fait à l'échelle d'un territoire donné, d'une ZAC ou à l'échelle un peu plus grande. Donc l'idée, c'est au travers d'un outil relativement simple de pouvoir permettre à l'investisseur de prendre la décision d'aller plus loin dans les études. Notamment, on le sait parce que les études qui suivent, les études, que ce soit les études documentaires, les études d'investigation de sol, etc., ça coûte cher et ça prend du temps. Donc l'idée, c'est déjà de se dire, à partir de Prédictaire, j'ai de bonnes chances quand même d'arriver dans une situation qui est relativement satisfaisante pour requalifier ma friche. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va partir de toutes les données qui sont mises à notre disposition. Je vous l'ai dit, les friches aujourd'hui, elles doivent faire l'objet d'un recensement local, notamment en termes de caractéristiques, de pollution, etc. Donc on va rentrer toutes les données d'ores et déjà acquises. Alors les données sont assez classiques, on peut parler de Basias, Basol, etc. Tous les inventaires qui sont d'ores et déjà à disposition, mais on va enrichir par d'autres inventaires, qui sont des inventaires qui ne sont propres à notre société, mais propres à d'autres, etc. pour avoir un certain nombre de données qui vont nous permettre de construire cet outil. On va, par ailleurs, utiliser du machine learning. Donc du machine learning, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va donner de l'information, de la donnée à cet outil. C'est de la donnée soit acquise, soit du retour d'expérience sur des cas similaires. C'est-à-dire que l'outil, à partir d'un ensemble d'études d'ores et déjà réalisées sur des sites similaires, va permettre, au travers de ce machine learning, d'estimer et d'anticiper des coûts, des méthodes, etc., de dépollution.
ce qui va permettre de fixer des enveloppes en termes de prédiction, notamment des enveloppes en termes de coûts de réhabilitation. Donc aujourd'hui, l'algorithme, il a été construit en partenariat avec Systra. Il concerne aujourd'hui 1200 entrées d'apprentissage, des études, des plans de gestion, etc., des résultats de maîtrise d'œuvre. Ça concerne à la fois les polluants, les activités, la géologie, enfin tout un tas de paramètres qui vont rentrer en compte dans la définition du coût de dépollution. Et on va avoir, en termes de prédiction, 8 prédicteurs qui vont finalement venir caractériser le site et en donner sa potentialité en termes de reconversion. Alors plein de paramètres vont rentrer en compte dans cette prédiction. Les pollutions, bien sûr, ça c'est le plus facile, mais il y a aussi le contexte environnemental, la géologie, etc. La sensibilité des milieux autour du site. Et tout ça, ça permet finalement de fournir aux décideurs, aux maîtres d'ouvrage finalement, les éléments décisionnels sur les coûts associés aux fonciers concernés et notamment à la spécialisation de ces coûts en termes de cartographie, de pouvoir adapter finalement à l'ensemble des territoires son réaménagement, de quantifier les incertitudes et effectivement d'obtenir un outil d'aide à la décision qui est rapide, simple et relativement précis, car basé sur cet outil de machine learning et sur l'algorithme qui a été mis en place. Donc voilà typiquement ce que l'on peut obtenir en termes de spatialisation avec un risque. Alors c'est qu'une interprétation graphique, mais vous voyez que par exemple sur ici vous avez hop, non ça marche pas, vous avez sur un petit site un risque élevé, alors que sur d'autres sites des risques qui sont considérés comme plus faibles et donc sur lesquels peut-être qu'en prioritairement un engagement de requalification sera ciblé. Autre outil innovant qui vient performer finalement le diagnostic de pollution des sols. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre métier de cité sol pollué, de bureau d'études cité sol pollué, notre objectif c'est d'obtenir de la donnée, de la data. Et de la data, ben, ça coûte cher. C'est quoi? C'est faire des prélèvements, faire des sondages, faire de l'échantillonnage et faire de l'analyse au laboratoire. Ça prend du temps, ça coûte cher, c'est pas forcément très précis, ça présente un certain nombre d'incertitudes. Donc l'idée c'est d'apporter d'autres solutions plus performantes et pour accélérer quand même, je rappelle l'objectif de ZAN à 2030 de diviser par 2 la zéro artificialisation nette. Donc là il faut se bouger, si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais. Et si on continue à faire des diagnostics qui durent 10 ans avec 15 itérations, on s'en sortira pas. Et on crédibilisera surtout pas notre profession de diagnostiqueur de sol et de gestionnaire de cités sol polluées parce qu'on n'apportera pas des solutions à temps et de façon suffisamment précise. D'où la nécessité, au travers de ces outils de diagnostic, de venir apporter ce qu'on appelle de la donnée secondaire, c'est-à-dire de la donnée suffisamment fiable pour être entrée dans l'interprétation de nos données et dans l'interprétation des résolutions en termes de requalification et des solutions de requalification. Et donc, qu'est-ce qu'on vient apporter en termes de solutions en plus du diagnostic classique que je vous ai présenté, c'est-à-dire le prélèvement, l'analyse, l'envoi au laboratoire? On va notamment apporter des solutions au travers de mesures sur site. Alors, tout le monde peut-être connaît ces mesures sur site, c'est assez facile à interpréter. Là, ici, c'est en plus de faire ces mesures, c'est de les interpréter en temps réel pour redimensionner les besoins en termes d'investigation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va faire venir un laboratoire sur site, notamment, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais avec une TDG CMS, c'est-à-dire des moyens laboratoires sur le terrain, qui vont nous permettre de faire de l'analyse directe, d'avoir des résultats laboratoires niveau labo sur site, et qui vont nous permettre ensuite de venir adapter nos besoins en termes d'investigation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire les investigations, attendre les résultats et revenir 3 semaines après pour refaire d'autres investigations. On fait tout en temps réel. Et on va utiliser d'autres outils que la TDG CMS. On va utiliser du XRF, c'est-à-dire de la mesure des métaux par fluorescence X sur le terrain. On va utiliser un outil qui s'appelle le REMScan, qui est de l'infrarouge, qui nous permet de mesurer directement les hydrocarbures en temps réel. En 5-10 minutes, on a une mesure qualité labo sur le terrain. Alors tout ça se prépare, bien sûr. Il y a énormément d'ingénierie de calibration derrière ces outils-là. Mais ça nous permet, encore une fois, de limiter les itérations, d'apporter de la donnée complémentaire et donc de réduire les incertitudes sur la caractérisation du terrain. Tout ça se fait
avec un back-office complet d'ingénierie, c'est-à-dire qu'en temps réel, on a des géostatisticiens, on a des ingénieurs qui interprètent les données acquises sur le terrain pour spatialiser les pollutions et définir les besoins en termes d'investigation en temps réel. Autre outil aussi, peut-être que dans le domaine des systèmes pollués, on en parle de plus en plus, notamment dans la nécessité de définir des bilans de masse, etc. sur le terrain. Un des outils évidents aujourd'hui, c'est le traitement géostatistique des données. Or aujourd'hui, c'est quelque chose de très technique. C'est des spécialistes, les géostatisticiens, qui réalisent ce type de modélisation. Nous, chez Envisol, on s'est dit qu'il fallait intégrer cette compétence au travers de la réalisation en interne de ces modélisations géostatistiques. Mais on s'est dit aussi qu'il faudrait aussi que tout le monde puisse le faire. Et donc, on a développé en interne un outil qui s'appelle GestatEval, qui potentiellement peut être mis à disposition de tout bureau d'études s'intéressant aux problématiques de cités sols pollués, au travers d'un outil très facile d'utilisation. Bien sûr, il faut être un minimum formé à l'emploi, mais ça permet d'approcher quand même une géostatistique assez viable et facile d'utilisation, avec des résultats très performants en termes de présentation 3D des pollutions. Donc c'est un vrai outil d'aide à la décision qui va nous permettre de réaliser nos études de requalification de friches. Donc c'est un accompagnement complet qui est réalisé en interne et qui peut être mis à disposition. Aujourd'hui, par exemple, on a notamment des licences qui ont été attribuées au Québec. Il y a pas mal de bureaux d'études qui sont intéressés à cet outil en Amérique du Nord. Dernier outil que je vous présente, outil aussi performant pour faciliter l'aide à la décision, c'est Envirisc. Donc Envirisc est aussi un outil qu'on met à disposition au travers de système de mise à disposition en ligne qui permet d'évaluer le risque. Donc tout le monde connaît les modèles de quantification de risque sanitaire. Ici, au travers d'Envirisc, on va plus loin, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'à partir des données de géostatistique, des cartographies établies, on va quantifier les risques, mais surtout spatialiser les risques. Donc l'objectif, c'est pas de dire la pollution n'est pas compatible d'un point de vue sanitaire avec l'usage tel qu'il est envisagé. C'est d'aller beaucoup plus loin, c'est d'adapter potentiellement l'usage en disant, écoutez, au regard de la spatialisation du risque, on peut travailler sur le plan de masse si c'est toujours possible. L'idée est quand même d'anticiper le plus en amont possible l'aménagement au regard des contraintes environnementales. Mais au travers de cet outil, c'est de permettre finalement de faciliter l'aide à la décision. Donc on va visualiser concrètement le risque, on va pouvoir maîtriser les incertitudes, parce que là où on va cartographier les incertitudes également. On travaille énormément au travers de travaux nationaux actuellement sur la gestion de l'incertitude dans le domaine des cités sols pollués. Donc ça, on l'a d'ores et déjà intégré depuis plusieurs années. On va pouvoir permettre de définir des objectifs de dépollution et de s'adapter à toutes les contraintes associées à l'aménagement du terrain. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde autour de la table. On va regarder les résultats sous cette forme, avec des codes couleurs, un maillage, etc., qui va nous dire effectivement les points chauds en termes de risque. Et l'avantage de cet outil, c'est de caler le projet d'aménagement en calque sur l'outil de SIG, et donc de définir les zones potentiellement susceptibles de présenter une problématique. Et donc on a un résultat qui est très détaillé, qui est associé à chacune des mailles, et c'est un résultat qui est obtenu en temps réel. À tel point que on va permettre d'obtenir donc ces cartographies de risque, et donc de mettre tout le monde autour de la table pour, en temps réel, faire des simulations, retravailler des plans d'aménagement, retravailler des projets d'aménagement, etc. Et l'objectif, c'est pas de faire travailler le spécialiste du domaine des cités sols pollués dans un instant T, puis ensuite de faire travailler l'urbaniste ou l'architecte, etc. Non, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'utiliser cet outil comme un outil d'aide à la décision. Et ça, on l'a fait concrètement, par exemple en réunion, en préfecture, etc. Au lieu de présenter une étude, on présente une première étude, une première solution, mais on peut discuter d'autres solutions en direct et on les simule directement autour de la table en projection lors d'une séance de travail.
Dernier point essentiel, je vous ai évoqué la problématique de renaturation. La renaturation, ça pose d'autres difficultés, notamment en lien avec le risque écosystémique. Vous savez qu'une pollution chimique peut présenter un risque écosystémique. Alors, pour faire partie des vieux un peu de la problématique des cités sols pollués, moi, quand j'ai commencé dans le domaine, j'ai réalisé ce qu'on appelait à l'époque des évaluations détaillées des risques pour les écosystèmes. Ça a quelque peu disparu. Pour revenir aujourd'hui au travers de cet usage de renaturation et donc la nécessité aujourd'hui de venir performer en termes de gestion des écosystèmes. Et là, on se rend compte que finalement, on a aussi besoin d'outils performants spécifiquement à nos problématiques de pollution des sols. En lien donc avec l'évaluation des risques environnementaux, mais aussi pour permettre d'avoir un outil intégré qui va non seulement traiter de la problématique de pollution chimique, mais aussi de la pollution pour la santé humaine, mais aussi du risque environnemental. Et on se rend compte que quand on croise finalement ces risques, on n'est pas toujours sur des risques corrélés. C'est-à-dire que là où on a des risques pour la santé de l'homme, on peut très bien avoir un risque pour l'environnement, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le sens inverse, etc. D'où la nécessité de disposer aussi d'outils innovants qui vont nous permettre de faciliter les diagnostics associés à la gestion de la biodiversité sur les friches industrielles. Donc on va s'intéresser à la fois donc, au risque environnemental, on va s'intéresser à la biodiversité, à l'analyse de la biodiversité sur les friches, à l'analyse des fonctions écosystémiques sur ces sites, et on va réaliser ce que l'on va appeler des études de faisabilité de requalification des friches dans un objectif de renaturation. Donc il existait énormément de tests. Alors c'est souvent il y a beaucoup de startups qui sont lancées dans beaucoup de tests liés à la biodiversité, à l'analyse de la bioaccessibilité, du transfert, le biomonitoring, etc. Mais on n'avait pas d'outils totalement intégrés, et notamment d'outils intégrés à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qui permettent une certaine répétabilité, une certaine réactivité et surtout un coût maîtrisé. Donc dans l'idée ici chez Envisol, c'était de venir proposer et intégrer finalement tout un tas de tests qui permettraient d'appréhender tous les objectifs que je vous ai énoncés. Donc en premier lieu, on s'intéresse par exemple dans le cadre de la santé humaine à la bioaccessibilité d'un certain nombre de polluants chimiques. Donc il existe des tests, ces tests coûtent cher, sont relativement longs, peu de laboratoires les proposent, etc. Donc on a mis en place des tests simplifiés, mais qui ont des résultats qui sont totalement corrélés avec les tests réalisés aujourd'hui en laboratoire. On a aussi réalisé tout un tas de tests, mis en place de protocoles de tests de transfert, notamment vers les escargots, vers d'autres organismes, qui nous permettent à la fois d'évaluer le transfert, mais d'évaluer et de permettre le biomonitoring des sites. On va lancer d'autres tests, notamment des tests écotoxicologiques et des tests qui vont de type qualité, qui vont permettre d'envisager un futur usage finalement de ce sol. Donc concrètement, par exemple ici vous avez une visualisation du test. De la même façon, on va toujours travailler de façon cartographique et on va se lancer sur des tests. On va encager tout simplement des escargots qui vont être notre bioindicateur et on va évaluer le test de transfert de polluants sur cet organisme qui sera un des indicateurs du transfert et on va pouvoir le cartographier parce qu'on aura encagé pendant quelques jours nos escargots à des secteurs précis du terrain, des secteurs d'intérêt. Et ensuite, on va pouvoir cartographier les transferts et donc cartographier le risque environnemental, tout comme on est capable de cartographier le risque sanitaire. Et ça, c'est qu'un des tests qui est mis en place. On met en place d'autres tests qui permettent également de venir cartographier le risque environnemental, mais aussi d'envisager les solutions de renaturation parallèles, tout en en intégrant aussi, bien sûr, la gestion sanitaire, donc l'aspect humain du site. Voilà. Je vais peut-être pas passer le film, je passe la parole. Juste rapidement peut-être, oui, si ça marche. Hop, est-ce qu'il marche? Voilà. Pour visualiser les choses, parce qu'on ne peut pas vous emmener sur site, c'est un peu dommage, mais quelques images du concret de ce que l'on peut réaliser au regard de ces outils qui permettent de requalifier les friches et de réduire les incertitudes. Donc on va tout simplement réaliser un orthophotoplan à l'aide d'un drone du site qui va nous permettre de visualiser en 2D ce site. Ensuite, on va venir caractériser le site avec l'outil Scan 360. Donc ici, vous avez une prise d'échantillon avec une étuve de terrain qui nous permet
ensuite de venir mesurer en temps réel les hydrocarbures sur le terrain à l'aide d'un REMScan, donc qui est un outil qui utilise comment dire, l'infrarouge pour analyser en temps réel, donc vous le voyez ici, en temps réel, les hydrocarbures au sein des sols. Donc vous comprendrez bien qu'au travers de cette mesure qui va prendre quelques minutes, ça va nous permettre de multiplier les données, alors que pour avoir ce même résultat, normalement, il faut compter au moins une semaine entre le transport de l'échantillon et l'analyse au laboratoire. Sans compter que, malheureusement, le fait d'envoyer dans les laboratoires, souvent à l'étranger, ça constitue une empreinte carbone non négligeable parce qu'on a le transport de quantité d'échantillons dans des camions en direction de nos laboratoires. Donc on a une interprétation directe en temps réel des résultats en 3D au travers de l'outil géostatistique qui nous permet ensuite de venir définir d'éventuels besoins d'investigation complémentaires. Donc cet outil géostatistique, ça va nous permettre de situer les poches de pollution, d'en définir les volumes, les quantités et le besoin particulier nécessaire pour envisager une éventuelle dépollution de ces sources. Donc ensuite, on vient incrémenter toutes ces données au sein de l'outil Envirisque qui vient traduire finalement ces impacts en termes de risques sanitaires. Là, vous avez par exemple en rose des habitations qui vont être mises en place sur un site. Donc on vient caler ce projet d'aménagement sur le site. Et en corrélation avec les résultats de l'étude géostatistique, on aura finalement une spatialisation du risque. Et donc les zones au droit desquelles, soit il faudra revoir l'aménagement, soit il faudra opérer des mesures de réhabilitation, de dépollution pour envisager le réemploi de la friche. Voilà pour les présentations des différents outils. Je laisse la parole à Alexia qui va vous présenter une mise en situation sur un cas réel opéré, je crois, en région lyonnaise. Alors, donc pour vous donner quelques éléments de contexte sur l'application justement de tous ces outils. Donc c'était un site, ancienne installation classée pour la protection de l'environnement, qui fabriquait des compresseurs hermétiques et qui était localisé en cœur de ville, donc ce qui génère des contraintes. Quand on nous a contactés, en fait, on avait une dizaine d'études disponibles avec des problématiques d'hydrocarbures et de solvants chlorés. Donc les solvants chlorés, c'est volatile, on les retrouve dans les gaz et dans l'air. Et donc plusieurs milieux, donc les sols, les eaux souterraines qui passent donc dans le sous-sol et qui constituent un milieu de transfert potentiellement hors site, et les gaz des sols que l'on peut retrouver dans l'air et donc qui peuvent potentiellement, avec des substances comme les solvants chlorés, générer des risques sanitaires. Donc il y avait plusieurs enjeux pour le client. Alors déjà, fallait qu'il dimensionne ces pollutions pour évaluer les coûts liés au traitement et à la réhabilitation du site. En plus de ça, ils passaient d'un usage industriel à un usage plutôt sensible, puisqu'ils allaient y mettre des résidences, donc avec des enfants qui vont jouer dans des jardins, donc avec quand même une activité très très sensible. Et puis surtout un délai très court, puisqu'en fait, fallait déposer un permis de construire et que fallait intervenir en une seule fois, très très rapidement. Donc tout ça faisait que notre principe de scan 360 était vraiment adapté, et notamment les mesures sur site, pour dimensionner la problématique, donc en appliquant également les outils de géostatistique et d'études de risque sanitaire. Donc, comme vous le disait Stéphane, le but c'était de limiter les itérations, d'avoir de la réactivité sur site, de multiplier les données pour consolider le modèle et estimer au mieux des volumes de dépollution. Parce que le volume, c'est des coûts, et des coûts, on sait bien que l'argent, ça fait pas tout, mais quand même. Et puis limiter, comme le disait Stéphane, l'impact carbone pour éviter d'envoyer des échantillons à l'étranger par avion. Donc, on a mis en place différents outils. Donc le laboratoire là, avec la TD, la GCMS, pour mesurer justement ces fameux polluants volatiles.
Le REMscan que vous avez vu sur la vidéo avec l'infrarouge pour mesurer les hydrocarbures et faire plusieurs mesures répétitives pour valider en fait les concentrations qu'on identifie. Et puis également un autre outil pour les métaux, parce que les métaux, en fait, ça peut générer des risques sanitaires, notamment pour les enfants, avec les phénomènes de portée-main-bouche. Et donc, tous ces outils ont permis en fait de dimensionner en temps réel. Alors bien sûr, il y a des phases préalables. On vient d'abord sur le site pour calibrer tous les outils, on les calibre et ensuite on fait des phases de 3, 4, une semaine avec l'ensemble de ces outils, plus les outils classiques comme le PID qui permet de mesurer des composés semi-volatiles. Et donc en fait au final on peut faire quand même beaucoup d'investigations. On multiplie les données puisque vous voyez on a 64 analyses laboratoires contre 150 à 200 mesures avec les différents outils dont on dispose. Et alors bien sûr on traite la donnée et on observe quand même de très bonnes corrélations entre les mesures sur site et les les résultats d'analyse laboratoire qui sont COFRAC. Donc toutes ces données, on les a intégrées dans notre logiciel de géostatistique qui nous a permis en fait d'identifier différentes zones de pollution concentrée. Donc chacune des zones ayant différentes problématiques, contraintes, substances, profondeur, surface. Et donc d'appliquer la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, d'estimer la masse de polluants qu'on a dans les sols et d'appliquer ce qu'on appelle le Pareto sol, c'est-à-dire de se dire, en fait, moi j'ai 20% de mon volume de sol qui représente 80% de ma masse. Donc en fait, je vais plutôt me concentrer sur le traitement de ces 20%-là pour traiter un maximum de polluants. Et donc là, on voit qu'on a le 80-20 du Pareto sur un objectif de réhabilitation qui est défini par différentes méthodes. Alors il y a des ratios, il y a des histogrammes avec des inversions, mais tout ça permet de se dire que voilà, avec un seuil par exemple à 20 mg par mètre cube, je traite en fait une grosse partie de ma masse. Et donc tout ça est spatialisé en 3D et on se rend compte qu'en fait on a des zones vraiment les plus concentrées qui sont sur environ 7000 mètres cubes sur ce site. Et donc, comme vous le disait Stéphane, une fois qu'on a ces zones sources concentrées, on va y appliquer l'usage futur qui est envisagé sur Envirisque, avec des maisons par-ci, une crèche par-là, un laboratoire ailleurs. Et on va voir où sont les risques et donc encore plus orienter la stratégie de réhabilitation en fonction de ces risques. Donc je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, mais en gros, on a quand même fait des tests et on se rend compte que c'est... alors, sur le principe de plusieurs diagnostics itératifs, c'est quand même au final beaucoup moins cher, environ 30%, plus précis, et ça nous permet de sécuriser des travaux. Donc une fois qu'on a toutes ces données, en fait, on se dit, en fait, cette zone, comment je vais la traiter? Donc celle-là, je vais faire de l'excavation, je vais envoyer en filière. Celle-là, je vais injecter de l'air pour récupérer les gaz et les traiter sur charbon actif pour dépolluer sur site et limiter l'impact carbone. Et tout ça, on va le chiffrer, on va évaluer les coûts. Et on va faire ce qu'on appelle un bilan coût-avantage. Donc, est-ce que cette solution, elle est plutôt favorable au regard du délai du client qui était pressé? Est-ce que j'ai un bon bilan environnemental? Et tout ça fait qu'en fait, on va sécuriser les travaux de dépollution et donc optimiser les budgets. Et donc, dans le cadre de notre site d'études, l'entreprise Colas Environnement a réalisé les phases complémentaires d'essais pilotes et de travaux de dépollution. Donc ces essais pilotes, ils ont consisté à faire des tests sur site pour dimensionner tout un tas de paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permettent de se dire je vais faire le moins possible pour dépolluer le plus possible. Et donc au final, pour une solution in situ, donc de traitement sur site, ils ont pu traiter plusieurs millions de mètres cubes d'air. Le traitement, il a duré environ 1 an, donc c'est ce qu'on avait estimé. Et on a pu abattre 85% de la pollution, ce qui était l'objectif, en fait, notamment avec l'administration.
Sur d'autres zones, on a fait, pas possible, il fallait aller vite, hein, donc pelle camion, grosse pelle, on envoie les terres hors site. Mais alors par contre, on a eu des petites surprises parce qu'en fait, on est tombé sur des terrains amiantés. Et donc en fait, tous nos outils nous permettent effectivement de sécuriser un maximum de choses, mais c'est vrai que là, la problématique déchets amiantés, l'éventuelle problématique pyrotechnique n'ont pas été vraiment encore intégrées à ces outils, et donc c'est la suite de ce qui nous reste à faire dans le cadre de ces diagnostics innovants. Et donc on a également traité sur site des centaines de mètres cubes de terre sur plusieurs mois, pompé de la phase flottante pour sécuriser les travaux et qu'ils puissent effectivement mettre en place leur maison, leur laboratoire et réaliser le projet et réhabiliter cette friche en plein cœur de ville. Voilà. Vous avez des questions ? Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Donc l'idée hein, de cette présentation, c'était surtout au travers de la séquence d'outils, c'est de vous faire comprendre que finalement la requalification des friches doit être pris comme une opportunité, finalement une opportunité, mais une opportunité qui doit être anticipée et qui doit être surtout sécurisée au travers d'outils qui nous permettent de prendre les meilleures décisions, le meilleur équilibrage en termes d'investissement, et on a besoin de technicité. Donc c'est pour ça que les bureaux d'études sont là pour faciliter la décision en termes de gestion. Et on voit aussi qu'on a du mal, aujourd'hui malheureusement on sectorise beaucoup les problématiques. Nous, en termes de gestion des cités sols pollués, nous étions essentiellement sur la problématique chimique, et on se rend compte qu'une friche, ça a vécu. Donc il y a d'autres problématiques qui viennent entrer en jeu et qui viennent potentiellement contraindre la requalification. On l'a évoqué, la pyrotechnique, donc le risque pyrotechnique, l'amiante, le risque radiologique, d'autres sujets. Et il nous semble utile d'élargir finalement l'ensemble des outils à la sécurisation de la requalification de la friche et à intégrer toutes ces problématiques. C'est pour ça qu'on continue à travailler au travers de l'ensemble de nos pôles, de l'ensemble de nos ressources internes sur des solutions totalement intégrées, et on veut obtenir finalement un peu le diagnostic 3.0, c'est-à-dire le diagnostic intégré complet qui va permettre à la fois de gérer les problématiques de pollution chimique, mais aussi d'autres pollutions, y compris, et d'autres pistes de requalification, y compris des pistes en lien avec la renaturation et en termes d'usage de type écosystémique des sols. Voilà.